Alors maintenant, on va passer à Michel-Ange. Alors Michel-Ange avait une architecture expressionniste. À ses débuts, il était formé comme les autres sculpteurs de son époque, c'est-à-dire formé à la culture antique. Et il lui a été arrivé de sculpter un Bacchus joyeux avec une grappe de raisin à la main. Et le David reste aussi donc, un côté de perfection tout à fait classique. Encore que déjà on voit apparaître une force intérieure du personnage. Mais ce qui allait intéresser assez vite Michel-Ange, c'est la force des personnages qu'il représentait. Donc ici, c'est Moïse. Donc il le représente avec extrêmement musclés. Moïse voit les Juifs en train d'adorer le veau d'or. Il a failli laisser tomber ces tablettes où sont inscrits donc les règles de la loi. Il aimait ce côté un peu personnage un peu démiurge, c'est-à-dire d'une puissance un peu hors du commun. Et il aimait aussi les volutes. Là, on voit par exemple donc à droite il émet le concentré d'énergie, par exemple dans le petit cornet, donc il y a un concentré d'énergie qui se détend puis qui se renroule dans le plus grand cornet. Quelque part, ça symbolise la colère de Moïse qui s'arrache presque la barbe et qui finalement retient ses tablettes et qui finalement se contient. Ici, vous avez la bibliothèque laurentienne. Alors là, c'est une évolution chez Brunelleschi, chez Michel-Ange. Euh, Michel-Ange, à partir d'un certain moment, se détourne de tout ce qui est fini. Et ce qui l'intéresse, c'est le fait, par exemple, une âme s'ouvre vers Dieu, finalement, peu importe son aspect corporel, ce qui compte, c'est l'émotion, donc l'aspiration vers Dieu. Et dans son architecture, quelque part, les ornementations comptent autant que les forces portantes. C'est-à-dire qu'elles participent à l'expression sans critère avec la même valeur que les autres éléments architecturaux. Alors ici, vous voyez donc pour la bibliothèque laurentienne une multiplication de colonnes qui n'ont rien à voir avec l'édifice. Vous avez des fenêtres qui sont murées. L'idée de Michel-Ange, c'est qu'une fenêtre ouverte ouvre sur le monde physique, visuel, mais une fenêtre fermée, ça fait l'inverse, c'est-à-dire ça ouvre l'esprit vers donc ce qui n'est pas visible. Donc la science, l'intérêt qui se comporte vers la science, c'est l'intérêt quand on oublie tout ce qu'on sait et qu'on cherche à savoir ce qu'on doit apprendre de la science. Donc, quelque part, vous avez une représentation là où la peau donc n'existe plus, seul compte la volonté d'apprendre et avec comment dire, les grandes théories qui ont été échafaudées au fil des siècles. Ici, donc, là, c'est la salle, la chapelle des Médicis, de ça, c'est la tombe de Laurent de Médicis, le deuxième Laurent de Médicis que vous voyez sur la droite. Là encore, vous avez donc non, là, c'est encore plus une raison d'être. Vous avez des pilastres, des fenêtres qui donnent sur des caveaux. Hein, et donc, là encore, donc cette fermeture au monde du visible a pour contrepartie une ouverture au monde spirituel. Et vous avez Laurent qui semble venir depuis sa tombe comme un penseur réfléchir. C'est un endroit où vous avez une force expressionniste. Vous avez une architecture qui est très expressionniste et vous avez quand vous levez les yeux vers le ciel, vous avez une sorte d'aspiration vers le haut. Et là, vous avez un exemple de déformation perspective. Ça, c'est une vue plus rapprochée de la tombe de Laurent de Médicis. Alors ici, on voit quelque chose d'intéressant
vous avez cette forme de volute qui vient supporter un arc de cercle. Donc c'est pas un fronton, c'est une voûte, comme je disais donc tout à l'heure. Le fronton, ça fait partie de la culture, c'est un signe c'est le monument, le Parthénon à Athènes, au XIXe siècle, c'était considéré comme le monument le plus important à voir. Et donc c'est un signe aussi donc, de quelque chose à respecter, comme de sacré. Et donc ce sacré est amené par une volute. Donc quelque part, il y a une énergie intérieure qui se porte vers le sacré. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que la volute qui apporte donc le signe le symbole du fronton va se répandre et va devenir un signe très important et se répand donc partout en Europe et traverser les siècles jusqu'au Paris haussmannien. Et vous en avez donc un exemple, la volute qui vient apporter le fronton. Vous avez aussi les balcons qui sont apportés par des volutes. Quand on regarde l'énormité de ces pendentifs qui viennent soutenir le balcon, en fait, il faut le comprendre non pas comme un réel soutien, mais comme une forme d'expression architecturale. Autrement dit, quand on avance, quand on fait une avancée donc par rapport au plan de façade, eh ben, c'est bien de voir qu'on y met une énergie. C'est un petit peu comme quand on adresse la parole à quelqu'un, bon, ben, on y met une forme, on y met une civilité. Quelque part, on y met une énergie. Le PLU a été changé il y a 3-4 ans pour qu'on fasse davantage de surplomb. Alors ce surplomb, ça m'a toujours laissé une impression désagréable parce qu'on se demande bon, quel effet ça fait d'avoir le vide en dessous de ses pieds. Puis il y a aussi le côté un peu barbare. Bon, on voit très bien que c'est parce que l'architecte a eu l'idée de mettre un surplomb, parce que ça faisait bien. Et après, quel que ça apporte à l'occupant? Mystère. Quelque part aussi, on voit très bien que c'est en complète... on ne cherche même pas à voir l'accord par rapport au voisinage. On se dit bon, ben, soit je me mets en avant. Alors ici, c'est une autre chose intéressante. Ça, c'est un immeuble 1900. Dès la fin du 19e siècle, les architectes en avaient aussi un petit peu marre des frontons et des arcs de cercle. Et ils ont commencé à mettre autre chose. Je pense que de nos jours, c'est évident qu'on ne va pas mettre des frontons parce que on ne pense plus autant qu'autrefois à la culture antique, à Athènes, etc. Et je pense mais on pourrait donc dans les façades, sur les façades des immeubles, mettre ce qui représente le plus nos idéaux et notamment notre idéal écologique. Pourquoi pas? On constate que les architectes se refusent absolument à mettre des choses, des ornements, alors que ça pourrait être une force d'expression. Mais encore faudrait-il savoir ce qu'il faut et ce qu'ils veulent exprimer, c'est comment personnaliser ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de mettre quelque chose de fort. Bon, c'est vrai que nous avons l'idée d'une telle opération qui rendrait service, ça créerait des logements. Ce serait une occasion de développer, de faire un nouveau style de création architecturale, un nouveau style architectural. Donc c'est ce que nous voulons voir se développer indépendamment de cette opération. Pascal Faure. Merci. Ce que je constate dans l'urbanisme qui a été fait depuis les années 70-75 et avec laquelle il faut rompre, et ça je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut revenir avec un urbanisme qui soit beau. Ce que je constate dans un certain nombre d'immeubles et sur la partie ouest et sud de l'arrondissement, c'est qu'on a créé du très moche. Et ce très moche aujourd'hui est en train de créer de l'extrême violence. Parce que les gens ont une façon d'habiter l'immeuble dans lequel ils vivent. Et quand un immeuble est beau, eh bien on vit bien et on vit en harmonie avec le voisinage. Quand on habite un immeuble qui est moche parce qu'il a été construit vite fait, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il fallait dans l'urgence construire beaucoup,
eh bien, on crée une espèce de violence qui est absolument aujourd'hui terrible, avec toute l'économie parallèle que l'on constate. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut construire du beau et que si on doit construire des immeubles à l'avenir, eh bien, il faut qu'on ait envie d'habiter ces immeubles. Bon, ce qui compte pour nous, c'est le fait de faire de vraies rues. Je pense que des espaces, comment dire, un peu comme ceux actuellement à la Porte de Vanves, des blocs séparés par de vastes espaces, ce n'est pas bon pour la civilisation. Il vaut mieux faire des vraies rues et ménager des espaces verts diversifiés avec des îlots, enfin des cœurs d'îlots. Il me semble que comment dire, que les problèmes occasionnés par les jeunes étaient mieux gérés autrefois dans les vraies rues. Hein. Pour ce qui est de l'esthétique, c'est pas aussi évident que c'est pas si évident que ça. On peut penser que quand on vit dans un beau quartier, on sera plus civilisé, mais je pense que c'est d'abord une question de culture. Il faut que donc l'architecture, l'expression d'une culture, mais il faut aussi donc partager une culture. Et ça, on dépasse un peu le cadre de l'esthétique qui est notre sujet d'aujourd'hui. Bon, donc pour moi, donc, il y aurait des moyens de faire quelque chose de beaucoup plus sympathique que ce qui se fait aujourd'hui donc avec ces cubes, parce que je peux pas vous passer en revue tout ce qui se fait actuellement, tout ce qui a été fait dans le 14e au cours des années récentes. Donc ici, vous aviez un architecte qui s'appelle Christophorou, qui en 2006 a été pressenti pour la pension de famille. Il avait pris le soin d'étudier un petit peu comme vous l'avez fait là pour la rue Boulitte, d'étudier tous les immeubles alentours. Et donc, il avait fait quelque chose qui correspondait plus ou moins à la physionomie de la rue de Plaisance. Et c'était en 2006. Et en 2009, la ville a dit non, on ne veut pas de vous, on veut quelque chose de... Il y avait, je ne sais pas si c'était des histoires de coûts aussi. Normalement, il y a cet architecte devait être présent ou représenté par Jacques Amaury. Malheureusement, Jacques Amaury n'est pas venu. Donc, la ville a obligé, donc, a décidé plutôt c'était l'opérateur choisi par la ville, a décidé de choisir un autre architecte qui a fait une œuvre tout à fait moderne avec une isolation thermique pas appropriée apparemment, mais c'est simplement de la laine une espèce de matière comme de la laine de verre sur lequel on plaque du plastique. Donc ça n'a rien d'esthétique. Et ce n'est pas le seul cas d'intervention de la ville sur des projets. J'ai aussi donc le cas, le passage Montbrun, d'un architecte qui voulait s'adapter donc au contexte. Et le promoteur, c'était Ogic. Et la ville a obligé Ogic à prendre un autre architecte. Un architecte parce que la ville voulait qu'on fasse du moderne. On le voit aussi au 26 rue de la Tombissoire. Le promoteur voulait faire quelque chose qui a un cachet faubourien, donc reproduire un petit peu l'image du passé. Et là encore, la ville a fait pression sur Papane, le promoteur, pour qu'il ajoute une espèce d'une verrue, une espèce de cube. Donc au-dessus du 26 proprement dit, là où il y a la belle porte cochère, où il y avait la belle porte cochère qui va être reproduite à l'identique. Donc on s'est battu en raison notamment de cette porte cochère, parce qu'elle avait un cachet qui nous paraissait précieux. On s'est battu pour ça et on trouve le moyen, au-dessus de cet immeuble sur rue, de nous mettre un cube en chapeau qui ne correspond à rien.
Donc c'est une modernité qui est imposée, donc il n'y a pas de liberté vraiment pour les architectes, c'est un modernisme qui est imposé. Et pour moi, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus expressif que ces cubes auxquels on a droit sans arrêt. On peut aller voir des exemples. Alors là, c'est pas dans le diaporama, on peut aller voir des exemples de ce qui se fait aujourd'hui dans le 14e. Là, vous avez l'entrepôt de bus, un autre exemple de surplomb. Là, c'est ce qui se construit aujourd'hui à la Porte d'Orléans. Là, vous avez rue des Nouettes des exemples de cubes encastrés les uns dans les autres. Là, on voit pas très bien, mais on voit un petit peu quand même qu'à côté d'un immeuble typiquement haussmannien, on met une façade très lisse, comme une boîte en carton, avec des espèces d'ouvertures un peu bizarres. Donc ça, c'est rue Vercingétorix, c'est un pan de mur qui est mis en oblique par rapport au plan des façades de la rue. Donc quelque part, pourquoi ce bâtiment s'arroge-t-il le droit donc de rompre la perspective, de rompre le plan des façades pour attirer l'attention sur lui? Ou c'est lisse, vous n'aimez pas, ou c'est pas lisse et que c'est dérangeant, il faudrait savoir. Ben, c'est lisse, ça n'exprime rien, mais par contre, ça se met en avant avec les surplombs, se mettant de traviole. Ben, Peut-être que c'est pas bien à cause de l'environnement, mais c'est pas forcément mal en soi. Où on dit que c'est lisse, il n'y a rien et on n'aime pas, ou alors on essaye de faire quelque chose d'un peu plus original, ça s'avance à cette traviole, etc. Et on dit bah non, on n'aime pas non plus, on aurait préféré lisse, pour savoir. Alors, le problème, c'est aussi l'effet que produit une architecture. Si vous avez ce que vous dites, ce que vous dites en quelque sorte, c'est que ça n'a pas d'importance de trouver la concordance entre les architectures qui se succèdent. Si, à ce moment-là, on peut rechercher une concordance. Et à ce moment-là, on recherche une concordance en faisant quelque chose qui n'est pas innovant. Alors, c'est vrai que moi, je préfère effectivement qu'il y ait une homogénéité. Actuellement, aux Champs-Élysées, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'urbanisme, l'architecture, c'est une juxtaposition. Bon, on peut préférer effectivement ça. Mais à ce moment-là, si on veut de l'innovation d'un côté ou on ne veut pas d'innovation de l'autre, il y a quand même un choix à faire. Alors le choix peut être en fonction de l'environnement, c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas rejeter tout et son contraire. Alors justement, ce qu'il faudrait, c'est que quand il y a un contexte intéressant, il faudrait qu'on en tienne compte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les architectes voyés vous disent non, on ne veut pas entendre parler donc d'intégration, de respect de l'ancien. On veut que de la modernité. Passage Montbrun, c'est exiger de la modernité. Et même avenue de Breteuil récemment, donc l'architecte qu'on a obligé à la modernité absolue, passage Montbrun et rue Montbrun, s'est cru obligé de faire de la modernité qui tire un peu la langue aussi sur l'avenue de Breteuil. Parce qu'après, donc les architectes se mettent à changer leur fusil d'épaule et se mettent eux aussi à faire des choses qui ne tiennent pas compte du contexte. Par exemple, le Cristoforo a évolué et fait des choses qui tiennent beaucoup moins compte du contexte, qui font, par exemple, dans une opération plus récente, il a mis du bois en façade sans reproduire les signes architecturaux qu'il y avait dans les bâtiments autour. Quelque part, c'est comme ça que Anne Hidalgo transforme systématiquement la physionomie de la ville.